Lors du mariage de ma sœur, elle a annoncé « Je me marie à l'homme de sa vie, il m'a choisi au lieu d'elle ». Les invités ont halté. J'ai souri, je leur ai souhaité du bonheur et je suis parti discrètement. Lors de sa lune de miel, elle a appris la vérité sur sa parfaite histoire d'amour. Vous allez adorer mon fiancé, avait murmuré Chloé au téléphone 3 semaines plus tôt, sa voix pétillante de cette malice familière que j'aurais dû reconnaître comme dangereuse. J'ai hâte que vous le rencontriez à la cérémonie. J'avais ri à l'époque, pensant qu'elle était simplement son moi dramatique habituel. Chloé avait toujours aimé les surprises, les gestes grandioses et faire de tous ces moments des instants spéciaux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est d'entrer dans l'église Notre-Dame de la Paix par un matin de samedi frais pour trouver toute ma famille évitant mon regard. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces puissantes histoires de résilience et de vérité. Si vous pensez que la trahison familiale mérite des conséquences, veuillez vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de femmes qui ont besoin d'entendre cela. Voyons maintenant comment cela va se dérouler. L'église sentait le lys blanc et le parfum cher. Des rangées d'invités vêtus de leurs plus beaux atours remplissaient les bancs en bois, mais quelque chose n'allait pas. Les conversations s'arrêtaient en plein milieu lorsqu'elle apparaissait. Tante Brigitte détournait rapidement le regard, faisant semblant de réajuster son chapeau. Oncle Robert s'éclaircissait la gorge et étudiait son programme de mariage avec une intensité inhabituelle. Mon estomac se serra alors que je me frayais un chemin dans l'allée, à la recherche d'un siège vide. Les murmures me suivaient comme des ombres. Pauvre Margot. Vous y croyez? Je me demande si elle sait. Les mots flottaient juste assez fort pour que je puisse en saisir des fragments, mais pas assez pour en comprendre le sens. Je me glissai dans un banc près du fond à côté de Madame Dubois de notre ancien quartier. Elle me tapota doucement la main, ses yeux remplis de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la pitié. « Mon enfant » murmura-t-elle. « Êtes-vous sûr de vouloir être là aujourd'hui » Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, la musique de l'orgue s'amplifia. La marche nuptiale commença, et tout le monde se leva. Je me tournai vers l'autel, m'attendant à voir un inconnu avec qui Chloé sortait en secret. Peut-être quelqu'un de son travail dans l'entreprise de marketing, ou un ami de ses cours de yoga. Puis je le vis. William se tenait à l'autel dans un smoking noir parfaitement coupé, le même que nous avions choisi ensemble 6 mois plus tôt pour notre propre mariage. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière exactement comme je l'avais toujours aimé. Il portait les boutons de manchette en argent que je lui avais offerts pour son anniversaire, ceux gravés de ses initiales. Mes jambes faiblirent. La chapelle commença à tourner et je me cramponnai au dossier du banc devant moi pour me stabiliser. Cela ne pouvait pas arriver. Cela devait être un cauchemar. Mais il était là, mon William, debout à l'autel, attendant ma sœur. Les portes à l'arrière de la chapelle s'ouvrirent, et Chloé apparut dans une robe blanche fluide qui coûtait plus que mon loyer mensuel. Elle était radieuse, ses cheveux blonds parfaitement bouclés, son sourire assez lumineux pour illuminer toute la pièce. Elle croisa mon regard un instant et me fit un clin d'œil comme si tout cela faisait partie d'une blague élaborée que nous partagions. Alors qu'elle glissait dans l'allée sur le bras de notre père, les souvenirs me submergeaient. Le comportement étrange de William ces derniers mois, les dîners annulés, les appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce, la façon dont il était soudainement devenu distant, prétendant que le stress du travail le submergeait. Nous devons parler, avait-il dit 3 semaines plus tôt, le même jour où Chloé avait appelé à propos de son fiancé mystère. Il se tenait dans ma cuisine, refusant de s'asseoir, les mains profondément enfoncées dans ses poches. Je pense que nous devrions faire une pause, régler les choses. Je l'avais supplié d'expliquer ce qui n'allait pas. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois. Nous avions déjà envoyé les faire-part pour notre mariage de septembre, mais il avait simplement secoué la tête, marmonnant quelque chose sur le besoin d'espace, et était sorti de mon appartement. Maintenant, je comprenais. Pendant que j'étais assise chez moi, me demandant ce que j'avais fait de mal, il planifiait un avenir avec Chloé. La cérémonie commença, et le révérend Martin ouvrit son livre. Sa voix portait à travers la chapelle alors qu'il parlait d'amour, d'engagement et du lien sacré du mariage. Chaque mot ressemblait à un petit couteau qu'on me plantait dans la poitrine. Si quelqu'un s'oppose à cette union, continua-t-il. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Le silence s'étira sans fin. Je pouvais sentir des centaines d'yeux se tourner vers moi, attendant, s'attendant à quelque chose. Ma famille, mes amis, même des inconnus, semblaient retenir leur souffle.
Mais je ne dis rien. Chloé, continua le révérend Martin. Prenez-vous William pour époux? Je le veux, dit-elle, sa voix claire et confiante. Puis elle se tourna vers l'assemblée, son sourire s'élargissant. Et je veux que tout le monde sache que j'épouse l'amour de sa vie. Il m'a choisi à sa place. Elle pointa directement sur moi. La chapelle explosa de halètements et de murmures. Des têtes se tournèrent, des téléphones sortirent. Certains se levèrent pour mieux voir la femme dont le fiancé venait d'épouser sa sœur. Je ressentis le poids de leur regard, de leur jugement, de leur pitié. Une partie de moi voulait courir. Une partie de moi voulait crier. Une partie de moi voulait se lever et dire à tout le monde exactement quel genre d'homme était William. Au lieu de cela, je fis quelque chose qui me surprit moi-même. J'ai souri. Pas un sourire forcé, pas un sourire amer, mais quelque chose de calme et de sincère. Je me levai de mon siège, descendis l'allée, passai tous ces visages choqués, et m'approchai de l'autel. Le visage de William était devenu pâle. L'expression triomphale de Chloé fléchit légèrement. « Félicitations, dis-je clairement, ma voix portant à travers la chapelle silencieuse. J'espère que vous serez très heureux ensemble. » Je déposai un baiser sur la joue de Chloé, hochai poliment la tête à William, et redescendis l'allée. Derrière moi, je pouvais entendre le murmure confus des voix, le bruissement des tissus alors que les gens se déplaçaient sur leurs sièges, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Madame Dubois attrapa mon bras alors que je passais devant son banc. « Margot, ma chère, ça va ? » « Je vais bien, » lui dis-je et je réalisai avec surprise que je le pensais. « Vraiment ? » Dehors, l'air printanier était frais sur ma peau. Les oiseaux gazouillaient dans les chênes bordant le trottoir. La vie continuait, normale et inchangée. Tandis qu'à l'intérieur, ma sœur célébrait le vol de ma vie. Mais en marchant vers ma voiture, quelque chose d'étrange s'installa en moi. Pas du chagrin, pas de la rage, mais quelque chose de beaucoup plus froid et de plus calculé. Je connaissais William mieux que quiconque. Je connaissais ses secrets, ses faiblesses, sa vraie nature qu'il gardait cachée derrière ce sourire charmant. Chloé pensait avoir gagné. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait réellement entrepris. Et pour la première fois depuis des semaines, j'étais sincèrement curieuse de savoir ce qui allait se passer ensuite. Le trajet du retour de l'église a duré 23 minutes. J'ai compté chaque feu rouge, chaque virage, chaque souffle que je prenais pour rester stable. Lorsque j'ai finalement atteint ma résidence, je suis restée assise dans la voiture pendant encore 10 minutes, observant d'autres personnes vivre leur vie normale du samedi. Une mère poussait une poussette devant ma fenêtre. Un vieil homme promenait son Golden Retriever. La vie avançait pendant que la mienne venait d'exploser devant 200 témoins. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages. Je l'ai éteint sans en lire aucun. Le lundi suivant, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail. Puis mardi, mercredi, ma superviseure, Jennifer, me laissait des messages vocaux inquiets concernant une urgence familiale. J'ai apprécié qu'elle ne me pousse pas, qu'elle ne demande pas de détails. De petites grâces dans un monde qui semblait soudain trop tranchant sur les bords. Mon réfrigérateur est devenu mon calendrier. Chaque jour, je déplaçais un aimant d'une case à l'autre, marquant le temps jusqu'à ce que la douleur soit censée s'estomper. Les gens s'attendent à ce que le chagrin suive un calendrier, n'est-ce pas? D'abord le déni, puis la colère, puis la négociation. J'attendais l'arrivée de ces étapes, mais elles n'arrivaient jamais. Je me sentais vide, comme si quelqu'un avait retiré mes entrailles et laissé seulement la coquille de ce que j'étais. Les SMS ont commencé à arriver le jeudi. Sarah de l'université a vu les photos de mariage sur Facebook. Je suis tellement désolé, Margot. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Ma cousine Julia. Maman m'a dit ce qui s'est passé. C'était horrible de la part de Chloé. Tu veux prendre un café ce week-end? J'ai formulé des réponses prudentes, chacune conçue pour paraître suffisamment blessée. Merci de prendre de mes nouvelles. Je traite encore tout. J'ai besoin d'être seul. Assez court pour paraître le cœur brisé, assez vague pour éviter toute conversation réelle. La vérité est que je ne voulais pas de leur réconfort. Je ne voulais pas de leur colère légitime en mon nom ni de leur promesse que William ne me méritait pas de toute façon. Je voulais qu'on me laisse tranquille pour décider de ce qui allait suivre. Les médias sociaux de Chloé sont devenus une présence constante dans ma vision périphérique. Elle a changé sa photo de profil pour une photo de la réception de mariage.
Ses bras enroulés autour du cou de William pendant qu'il la faisait tourner sur la piste de danse. Ils avaient l'air sincèrement heureux, radieux, même. Les commentaires affluaient de la part des amis et de la famille. Vous êtes parfaits ensemble. Tu as enfin trouvé ton âme sœur. Hâte de voir quelles aventures vous attendent. Pas une seule personne ne m'a mentionné. C'était comme si j'avais été effacé de l'histoire. 2 semaines après le mariage, elle a appelé. J'ai regardé son nom sur l'écran de mon téléphone, la laissant sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale prenne le relais. 1 heure plus tard, la notification est apparue. J'ai failli la supprimer sans écouter, mais la curiosité a pris le dessus. Salut, étranger, a gazouillé la voix de Chloé à travers mon haut-parleur, vive et joyeuse comme si rien n'avait changé entre nous. Je sais que les choses sont probablement bizarres en ce moment, mais je voulais que tu saches que William et moi sommes vraiment, vraiment heureux. Tellement heureux. Je pense que c'était censé arriver. Tu sais, parfois l'univers a des plans plus grands que nous. Elle a fait une pause et j'ai pu entendre le rire de William en arrière-plan. Il cuisinait probablement le dîner dans la maison que William et moi avions visitée il y a seulement 6 mois. Celle avec la grande fenêtre en bail et l'espace jardin que j'avais prévu de transformer en jardin d'herbes aromatiques. De toute façon, continua Chloé, j'espère que tu vas bien. Je t'aime, ma sœur. À bientôt. Le message s'est terminé et je suis resté à fixer mon téléphone pendant un long moment. La cruauté désinvolte de cela m'a coupé le souffle. Non seulement elle m'avait volé mon fiancé, mais elle s'attendait à ce que je m'en réjouisse. Qu'elle puisse mentionner leur joie si négligemment, comme si mes sentiments n'étaient qu'un obstacle gênant à surmonter. J'ai écouté le message 3 fois de plus, étudiant le ton de sa voix, la façon dont elle soulignait certains mots. Il y avait quelque chose de théâtral, comme si elle lisait un script ou essayait peut-être de se convaincre autant que moi. Ce soir-là, j'ai sorti le vieil album photo que je gardais dans mon armoire de chambre. Des photos de William et moi à la plage l'été dernier. À mon dîner d'anniversaire en février, le matin de Noël, tous deux encore en pyjama entourés de papier cadeau. Sur chaque photo, ils semblaient contents. Détendus. Comme les gens quand ils sont sincèrement heureux. Mais en étudiant son visage plus attentivement, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais manquées auparavant, comment son sourire n'atteignait jamais ses yeux quand d'autres personnes étaient là, comment il se positionnait toujours légèrement derrière moi sur les photos de groupe, comme s'il essayait de disparaître, comment sa main sur mon épaule ressemblait souvent plus à une possessivité qu'à de l'affection. J'ai trouvé notre dernière photo ensemble, prise juste 3 semaines avant qu'il ne parte. Nous étions au pique-nique de son entreprise, entourés de ses collègues. Il avait son bras autour de ma taille, mais son attention était entièrement focalisée sur quelqu'un derrière l'appareil photo. Une femme aux longs cheveux blonds et au rire qui portait à travers tout le parc. Chloé était là ce jour-là. Elle était venue en voiture pour nous surprendre, prétendant être dans le coin pour le travail. J'étais heureuse de la voir, fière de présenter ma sœur aux collègues de William. J'avais même suggéré qu'elle reste pour le dîner ensuite. Le souvenir s'est modifié, prenant une nouvelle signification. Chloé flirtant avec les gars du département de comptabilité de William. William devenant soudainement plus animé, plus charmant que je ne l'avais vu depuis des mois. La façon dont ils avaient gravité l'un vers l'autre pendant le match de softball, comment ils étaient tombés naturellement dans la conversation. Je pensais que c'était adorable à l'époque, mes 2 personnes préférées s'entendant si bien. Maintenant, je comprenais que c'était le début de la fin. J'ai fermé l'album photo et je suis allé dans mon tiroir de cuisine, en sortant le journal que je n'avais pas touché depuis l'université. La couverture en cuir était lisse. Les pages jaunies par le temps. Je l'avais rempli de poésie et de rêves et de toutes les pensées dramatiques qui semblaient si importantes à 19 ans. Cette fois, je n'écrirai pas sur les sentiments ou les espoirs ou le chagrin. Cette fois, j'écrirai sur les faits, les vidéos, les petits moments qui avaient mené à ce point, enregistrés avec la précision d'un journaliste de tribunal, car quelque chose me disait que j'allais avoir besoin de me souvenir de tout. J'ai ouvert le journal à la première page blanche et j'ai écrit la date en haut. 15 mai. En dessous, j'ai commencé par une seule ligne. William n'aimait pas quand je n'étais pas d'accord avec lui. Le souvenir me revint immédiatement. Le Noël dernier chez ses parents, quand sa mère avait posé des questions sur nos projets de mariage. J'avais mentionné vouloir une petite cérémonie, peut-être quelque chose en plein air. La mâchoire de William s'était resserrée de manière imperceptible, et plus tard en voiture, il avait dit « Tu m'as fait passer pour un idiot là-bas, comme si je n'avais pas mon mot à dire dans mon propre mariage. »
Je m'étais excusé, confus sur ce que j'avais fait de mal. Il était resté silencieux pendant tout le trajet de 40 minutes. Mon stylo a traversé la page, enregistrant détail après détail. Comment il avait progressivement arrêté de vouloir passer du temps avec mes amis. Ils sont si négatifs, disait-il. Toujours à se plaindre de leur travail, de leurs relations. Nous n'avons pas besoin de cette énergie. Une par une, j'avais annulé des rendez-vous jusqu'à ce que les invitations cessent complètement. Il y avait la façon dont il avait commencé à surveiller mes dépenses. Même si nous gardions des comptes bancaires séparés, 50 € pour un dîner avec votre collègue? Cela semble excessif. Son-on donné l'impression qu'il veillait sur moi, me protégeant de mon propre mauvais jugement. L'incident du restaurant me revint avec une clarté cristalline. Nous étions chez Romanoès pour notre anniversaire, et j'avais commandé le saumon au lieu du poulet qu'il avait suggéré. Quand la serveuse est partie, il s'est penché par-dessus la table avec ce sourire patient qu'il portait quand il était sur le point de me corriger. Le saumon ici n'est pas si bon, Margot. J'essayais de t'éviter la déception. J'avais changé ma commande quand la serveuse est revenue, me sentant stupide de ne pas faire confiance à son jugement. Maintenant, je réalisais que cela n'avait rien à voir avec la qualité du poisson. En écrivant, un autre souvenir refit surface. Il y a 3 mois, l'ordinateur portable de William était ouvert sur le comptoir de ma cuisine pendant qu'il se douchait. Une notification est apparue de son email, et j'ai vu le nom Chelsea Martinez dans l'aperçu. La curiosité a pris le dessus. Les messages étaient enterrés dans un dossier intitulé « Archives de travail », mais ils ne concernaient pas du tout le travail. Chelsea avait été sa petite amie avant moi, et leur correspondance peignait un tableau que je n'avais jamais voulu voir. « Tu recommences ?» avait-elle écrit dans un message daté de 2 ans plus tôt. Les petites remarques, la façon dont tu me fais douter de moi-même. Je ne peux plus vivre comme ça, William. Je ne le ferai pas, sa réponse avait été glaciale. Je ne t'ai jamais obligé à faire quoi que ce soit, Chelsea. Si tu ne peux pas gérer une relation adulte, c'est ton problème, pas le mien. Son dernier message avait été plus long, plus désespéré. Tu m'as fait douter de tout en moi-même, de ma carrière, de mes amis, de mes propres pensées. Ce n'est pas de l'amour, William. C'est du contrôle. Tu détruis tout ce que tu touches, et un jour tu réaliseras ce que tu as perdu. À l'époque, j'avais rapidement fermé l'ordinateur portable, me sentant coupable de fouiller. Quand William est sorti de la douche, je m'étais convaincu que Chelsea était juste amère de leur rupture. Tous les couples avaient leurs problèmes. Les gens disaient des choses blessantes lorsque les relations se terminaient. Mais maintenant, en écrivant dans mon journal avec le recul, ces mots ressemblaient moins à des divagations d'une ex-conduite et plus à un avertissement que j'avais été trop naïf pour le suivre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis le mariage. Je voulais juste voir comment tu allais. Je pouvais lire entre les lignes. Elle voulait savoir si j'avais l'intention de créer des drames, si j'allais rendre les choses inconfortables pour la famille en étant amère ou vindicative. J'ai répondu par SMS, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu d'espace pour traiter tout cela. La vérité est que je traitais plus que quiconque ne le pensait. Non seulement la trahison de William, mais aussi la toile complexe de manipulation qui avait conduit à ce moment. Et aussi douloureux que cela puisse être à admettre, Chloé avait été la cible parfaite. Ma sœur avait toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. Au lycée, elle répandait des rumeurs que je trompais mon petit ami juste pour être celle qui le consolait ensuite. Lorsque papa avait réécrit son testament il y a 2 ans, elle avait passé des mois à laisser entendre à quel point elle avait davantage sacrifié pour la famille, comment elle était restée locale pendant que je partais à l'université. Elle avait fini par obtenir 60% de sa succession, tandis que j'en avais 40%. Mais sa jalousie était plus profonde que l'héritage ou les drames du lycée. Elle avait toujours voulu ce que j'avais simplement parce que je l'avais. Mes notes, mes amis, mon travail dans l'entreprise de marketing du centre-ville. Elle avait même postulé dans la même entreprise après ma promotion, bien qu'elle ait été refusée faute d'expérience. La nuit de notre dernière dispute me revint avec une clarté frappante. William était arrivé à mon appartement agité à cause de quelque chose au travail. Son patron l'avait ignoré pour une promotion, et il sombrait dans l'une de ses humeurs sombres. J'ai essayé de le consoler, lui suggérant de commander à emporter et de regarder un film, mais il avait répliqué. « Tu ne comprends pas, Margot. Tu ne comprends jamais. Tout te vient si facilement, n'est-ce pas? Ton travail parfait,
ta famille parfaite, ta petite vie parfaite. Ce n'est pas juste, avais-je dit. Je travaille dur pour tout ce que j'ai. Tu le fais? Ou tu te laisses porter par le fait d'être la préférée de tout le monde? Sa voix était devenue froide, cinglante. Tes parents, tes amis, même mes amis te trouvent si merveilleuse. Pauvre Margot, si douce et innocente. Eh bien, peut-être que certains d'entre nous en ont marre de jouer les seconds violons face à ton numéro. Je l'avais regardé, choqué par le venin dans sa voix. De quoi parles-tu? Quel numéro? Oublie ça. Il avait attrapé sa veste sur mon canapé. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Tout ça, ça ne marche plus. Il était sorti, me laissant debout dans mon salon, confus et blessé. J'avais supposé qu'il voulait dire que notre relation allait trop vite, qu'il avait besoin de temps pour régler ses déceptions professionnelles. Je n'avais jamais imaginé qu'il voulait dire qu'il en avait fini avec moi. Maintenant, je comprenais. Il n'était pas rentré chez lui cette nuit-là pour réfléchir à nous. Il était allé à l'appartement de Chloé, probablement avec une histoire disant que je ne le comprenais pas, que je le prenais pour acquis. Et Chloé, toujours prête à prendre ma place, l'avait accueilli à bras ouverts. J'ai posé mon stylo et j'ai regardé les pages que j'avais remplies. Le schéma devenait clair, reliant des points que j'étais trop proche pour voir auparavant. Le besoin de contrôle de William, de diminution. La faim constante de Chloé pour ce qui m'appartenait. Ils se méritaient mutuellement. Mais plus que cela, alors que j'étais assise dans mon appartement silencieux avec la vérité étalée devant moi en encre noire, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû m'effrayer, mais qui m'a plutôt rempli d'un étrange sentiment de paix. Je savais exactement ce qui allait leur arriver. Et pour la première fois depuis le mariage, j'ai souri. Ce sourire m'est resté pendant des jours. Pas le rictus amer et vindicatif que j'aurais pu attendre, mais quelque chose de plus calme, de plus patient, comme quelqu'un qui avait enfin résolu un puzzle sur lequel il travaillait depuis des mois. J'ai fermé le journal et l'ai glissé dans mon tiroir de chevet à côté du dossier en manille que j'avais presque oublié. À l'intérieur se trouvaient des tirages de mai, des captures d'écran de messages textes et une lettre manuscrite sur papier à lettres lavande. Les avertissements de Chelsea n'étaient pas les seuls que j'avais collectés au fil des ans. Une semaine plus tard, je suis retourné au travail. Mes collègues me tournaient autour au début, offrant des sourires prudents et évitant toute mention de mariage ou de relation. Dès jeudi, l'étrangeté s'était en grande partie estompée et la vie avait repris un nouveau rythme. Je me suis lancé dans mes projets avec une concentration renouvelée, restant tard pour réorganiser les dossiers clients et mettre à jour les stratégies de marketing. C'est lors d'une de ces soirées tardives que Jessica de la comptabilité a frappé à la porte de mon bureau. « Margot, je pars, mais je voulais prendre de tes nouvelles. Tu sembles différente ces derniers temps. Plus concentrée, je suppose. Je me sens différente, ai-je admis. Plus claire sur ce qui compte. » Elle hocha la tête, puis hésita. « Écoute, je ne devrais probablement rien dire, mais j'ai rencontré ta sœur et son mari au centre commercial le week-end dernier. » Elle semblait. Jessica chercha le bon mot. Stressée. Vraiment stressée. Elle avait l'air épuisée. Je gardai mon expression neutre. La planification du mariage demande beaucoup. Elle est probablement juste fatiguée. Peut-être. Jessica ramassa son sac. Quoi qu'il en soit, je voulais juste te dire que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Les ruptures sont difficiles, même quand elles sont pour le mieux. Après son départ, j'ai sorti mon téléphone et ouvert les profils de médias sociaux de Chloé. Les publications étaient devenues plus fréquentes depuis le mariage, presque désespérées dans leur gaieté. Des photos d'arrangements floraux élaborés avec des légendes comme « Mon mari me gâte ». Des photos de dîners chers dans des restaurants dont je savais que William ne pouvait pas réellement se permettre sur son salaire. Mais Jessica avait raison. Sur les photos les plus récentes, Chloé avait l'air différente, plus mince. Son sourire semblait peint, et il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne parvenait pas à cacher. Sur une photo du week-end dernier, elle tenait un verre de vin lors d'un événement caritatif, mais ses jointures étaient blanches à force de le serrer. Les commentaires en dessous étaient également révélateurs, des amis lui demandant si elle allait bien, si elle dormait suffisamment. Les réponses de Chloé étaient excessivement enthousiastes, pleines de points d'exclamation et d'émojis de cœur qui semblaient forcés. 2 semaines plus tard, je prenais un café dans le petit café près de mon bureau lorsque je les ai repérés par la fenêtre. Chloé était assise en face de William à une table d'angle,
ses mains enroulées autour d'une tasse comme si elle essayait de se réchauffer. William se penchait en avant, parlant de cette façon basse et intense que je me souvenais trop bien. Même de l'extérieur, je pouvais voir la tension dans les épaules de Chloé. Elle n'arrêtait pas de hocher la tête, mais ses yeux balayaient le café comme si elle cherchait une échappatoire. Lorsque William a tendu la main par-dessus la table pour attraper son poignet, elle a légèrement sursauté avant de forcer un autre sourire. Je connaissais cette conversation. J'en avais eu des dizaines au fil des ans. Les corrections douces qui n'étaient pas douces du tout. Les suggestions utiles qui ressemblaient plus à des ordres. La façon dont il pouvait vous faire sentir reconnaissante pour son attention tout en vous faisant remettre en question chaque décision que vous aviez jamais prise. J'ai fini mon café debout sur le trottoir, les regardant par la vitre. Chloé a dit quelque chose qui a assombri le visage de William et je l'ai vu secouer vivement la tête. Elle a immédiatement fait marche arrière, ses mains faisant ce geste d'excuse que je connaissais trop bien. Au moment où je suis parti, elle hochait à nouveau la tête, acceptant tout ce qu'il exigeait. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le nom de Chloé est apparu à l'écran, et pendant un moment, j'ai envisagé de répondre. Au lieu de cela, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale et j'ai écouté le message plus tard. Salut, c'est encore moi. Sa voix semblait plus petite que d'habitude, moins assurée. Je me demandais si tu voulais prendre un déjeuner un de ces jours. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas parlé depuis une éternité et que tu me manques. Je sais que les choses sont bizarres entre nous en ce moment, mais tu es toujours ma sœur, tu sais. Il y eut une pause et j'entendis des voix en arrière-plan. William demandant qui elle appelait. Chloé chuchotant que c'était juste pour le travail. Puis elle est revenue en ligne, parlant rapidement. De toute façon, rappelle-moi si tu veux. Je t'aime. J'ai enregistré le message mais je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai rouvert le dossier en manille et j'ai étalé son contenu sur ma table basse. La lettre de Chelsea était en haut, celle qui était arrivée 6 mois après ma relation avec William. Elle avait trouvé mon adresse d'une manière ou d'une autre, probablement via les réseaux sociaux, et l'avait envoyée avec des copies des emails que j'avais plus tard découverts sur son ordinateur portable. Je sais que vous ne me croirez pas, commençait la lettre dans une écriture soignée. Je n'aurais probablement pas cru quiconque aurait essayé de m'avertir non plus. Mais William n'est pas qui vous pensez qu'il est. Il est charmant et attentionné au début, mais lentement, tellement lentement, vous ne remarquez pas que cela se produit, il va commencer à vous changer. Il vous isolera de vos amis, vous fera douter de votre propre jugement, vous convaincra que sa façon est la seule bonne façon. Au bas de la lettre, elle avait inclus son numéro de téléphone et une seule ligne. Quand vous serez prête à parler, appelez-moi. Je serai là. Je n'ai jamais appelé. Une partie de moi avait peur qu'elle dise la vérité, et une partie de moi avait peur qu'elle mente. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas savoir. Maintenant, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro. Il a sonné 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Bonjour, Chelsea. C'est Margot. Margot Thompson. Je crois que tu connaissais je crois que tu connaissais William. Il y eut une longue pause. Oh mon Dieu. Margot, je me demandais si tu allais appeler un jour. Ça va? Il s'est passé quelque chose? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement les lumières de la ville en contrebas. Il a épousé ma sœur. Jésus. La voix de Chelsea était douce de compréhension. Je suis tellement désolé. Cela a dû être dévastateur. En fait, ai-je dit, me surprenant avec la fermeté de ma propre voix. Je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver. Nous avons parlé pendant 2 heures. Chelsea m'a raconté des choses sur William que j'avais suspectées mais jamais confirmées. La façon dont il surveillait ses messages textes, comment il l'avait convaincu de quitter son emploi parce que son patron la draguait clairement. La façon méthodique dont il a démantelé sa confiance jusqu'à ce qu'elle commence à croire qu'elle ne pouvait pas fonctionner sans lui. Le truc fou, a dit Chelsea vers la fin de notre conversation, c'est que je me sentais reconnaissante quand cela arrivait, comme s'il me protégeait de moi-même. Il m'a fallu des mois de thérapie pour comprendre que ce que je pensais être de l'amour était en fait du contrôle. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon, tenant le dossier d'avertissement que j'avais collecté, mais jamais suivi. Des lettres de Chelsea, des emails de la petite amie de William à l'université, même un message vocal de son ex-femme que j'avais enregistré lorsqu'elle avait retrouvé mon numéro il y a 2 ans. Elles avaient toutes essayé de me sauver. Je les avais toutes ignorées, mais Chloé n'avait pas demandé d'avertissement.
Elle avait pris ce qu'elle voulait sans se soucier des conséquences. Alors, je la laisserai apprendre de la même manière que moi, par l'expérience. Et contrairement aux autres victimes de William, elle n'aurait pas de tentative de sauvetage de ma part. J'ai remis le dossier dans mon tiroir et je suis allé me coucher cette nuit-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Pas le vide creux qui m'avait consumé depuis le mariage, mais une tranquillité sincère. Pour la première fois, j'ai compris que parfois la meilleure action est aucune action du tout. L'été s'est transformé en automne, et j'ai vu les changements se produire exactement comme je l'avais prédit. Les publications Instagram de Chloé sont devenues sporadiques, puis se sont arrêtées complètement. Son activité sur Facebook a diminué jusqu'à quelques mentions j'aime sur les photos des autres, jamais de commentaires ou de publications d'elle-même. Lorsque j'ai consulté ses profils, la photo la plus récente datait de leur lune de miel à Cabo. Tous deux souriaient sur une plage qui ressemblait au paradis. C'était il y a 3 mois. Lors d'un barbecue familial en septembre, ma cousine Lisa m'a prise à part alors que nous remplissions nos boissons au comptoir de la cuisine. « Tu as vu Chloé dernièrement ?» Maman s'inquiète pour elle. Elle a l'air si mince et elle a à peine parlé à quelqu'un aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil à travers la porte coulissante vers Chloé assise seule sur les meubles du patio. William était de l'autre côté de la cour, parlant à mon oncle de golf, sa main gesticulant avec animation alors qu'il dominait la conversation. L'assiette de Chloé était intacte à côté d'elle, et elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone avec des mouvements nerveux rapides. Peut-être qu'elle s'adapte juste à la vie conjugale, ai-je dit, ajoutant de la glace à mon verre. Les grands changements peuvent être stressants. Lisa a baissé la voix. C'est plus que ça. Sarah l'a invitée au club de lecture le mois dernier, et Chloé a dit qu'elle ne pouvait pas venir parce que William avait fait des réservations pour le dîner. Mais lorsque Sarah a appelé le lendemain pour savoir comment s'était passé le dîner, Chloé a dit qu'ils étaient en fait restés à la maison et avaient regardé un film. Pourquoi mentirait-elle à propos de quelque chose d'aussi petit? J'ai haussé les épaules, gardant mon expression neutre. Peut-être qu'elle a juste confondu les dates. Mais je savais mieux. J'ai raconté des mensonges similaires pendant mon temps avec William. De petites contradictions qui semblaient insignifiantes individuellement, mais qui s'additionnaient pour former un schéma de quelqu'un essayant de couvrir le comportement de contrôle d'un partenaire. L'épuisement mental de suivre quelle excuse vous aviez donnée à quelle personne était quelque chose que je me souvenais trop bien. Octobre a apporté la première vraie fissure dans leur façade. J'étais à l'épicerie un jeudi soir lorsque j'ai entendu des voix familières dans l'allée d'accent grave côté. Le ton de William était vif, traversant le bruit ambiant des chariots de course et la musique de fond. Je t'ai dit de t'en tenir à la liste, Chloé. Nous n'avons pas besoin de légumes bio. Ce n'est que du marketing absurde conçu pour gaspiller notre argent. Je pensais qu'on pourrait essayer. Non, remets-les. Et pendant qu'on y est, pourquoi as-tu acheté des céréales de marque la semaine dernière? J'ai spécifiquement dit que la marque du magasin allait très bien. Je me suis rapproché du bout de l'allée, faisant semblant d'étudier la sélection de pâtes tout en écoutant. La voix de Chloé était à peine audible lorsqu'elle a répondu. Je suis désolé. Je ne pensais pas, c'est le problème. Tu ne réfléchis pas. Nous essayons d'économiser pour une maison et tu jettes de l'argent sur des produits d'épicerie trop chers comme si nous étions millionnaires. Quand ils sont sortis de l'allée, j'ai eu mon premier bon aperçu de Chloé en plusieurs mois. Lisa avait raison. Elle avait perdu du poids, mais pas de manière saine. Ses vêtements lui pendaient sur le corps, et il y avait une fragilité dans ses mouvements, comme si elle avait peur de prendre trop de place. William marchait légèrement devant elle, poussant le chariot avec une efficacité agressive pendant qu'elle traînait derrière. À la caisse, je l'ai regardé scruter chaque article pendant que la caissière le scannait, remettant en question les prix et faisant expliquer à Chloé des achats qu'elle avait apparemment faits sans son approbation. Les gens derrière eux dans la file échangeaient des regards inconfortables, et j'ai ressenti une vague familière d'embarras pour Chloé. J'avais été à sa place d'innombrables fois, debout en public pendant que William me faisait me sentir comme un enfant réprimandé pour avoir gaspillé imprudemment de l'argent de poche. Novembre a apporté un appel téléphonique que j'attendais à moitié depuis des semaines. C'était la meilleure amie de Chloé, Amanda, et elle pleurait avant même que je ne dise bonjour. Margot, je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement peur pour Chloé. Elle n'a plus le droit de nous voir. William dit que nous sommes une mauvaise influence, que nous remplissons sa tête de pensées négatives sur leur mariage. Je me suis assise sur mon canapé, tenant le téléphone contre mon oreille. Qu'est-ce que vous me demandez exactement de faire, Amanda?
parle-lui. Elle ne répond plus à mes appels, mais peut-être qu'elle t'écoutera. Tu es sa sœur. Il est piégé, Margot. Il a pris ses cartes de crédit, ses cartes bancaires, tout. Elle a essayé de partir le mois dernier, mais elle n'avait même pas les moyens de payer une chambre d'hôtel. Le désespoir dans la voix d'Amanda était réel, mais je ne ressentais rien. Pas de sursaut de colère protectrice, pas d'impulsion pour secourir Chloé. Elle avait fait son choix en toute connaissance de cause de ce qu'elle me prenait. Maintenant, elle vivait les conséquences. Elle a fait son lit, ai-je dit doucement. Tu es sérieuse là? C'est ta sœur dont on parle. Il contrôle tous les aspects de sa vie. Elle ne peut même pas quitter la maison sans permission. Amanda, Chloé est une femme adulte. Si elle voulait de l'aide, elle la demanderait. Elle l'a demandé. Elle a essayé de t'appeler le mois dernier, mais tu ne l'as jamais rappelée. Elle est complètement isolée, et maintenant elle pense même que sa propre famille l'a abandonnée. J'ai pensé au message vocal que Chloé avait laissé, celui où sa voix sonnait si petite et incertaine. Je l'ai supprimé sans l'enregistrer, tout comme j'ai supprimé les 3 autres qui avaient suivi. Que voulez-vous que je fasse, ai-je demandé. Que je fonce chez eux et que je la traîne dehors? Chloé a choisi William. Elle l'a choisi plutôt que le bonheur de sa propre sœur. Elle voulait ma vie et maintenant elle l'a. Amanda est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a reparlé, sa voix était froide. J'espère que vous pourrez vivre avec vous-même, Margot, car quand quelque chose de terrible lui arrivera, ce sera sur nous tous qui avons vu les signes et n'avons rien fait. Elle a raccroché, me laissant assise dans mon salon avec le téléphone toujours pressé contre mon oreille. Par la fenêtre, les premières neiges de la saison commençaient à tomber, saupoudrant les trottoirs d'une fine couche blanche qui disparaîtrait avant le matin. J'ai pensé à Chloé assise dans la maison dont elle rêvait de partager avec William, regardant probablement la même neige à travers des fenêtres qu'elle n'était pas autorisée à quitter librement. J'ai imaginé qu'elle comptait les heures avant qu'il ne rentre du travail, qu'elle répétait des conversations dans sa tête pour éviter de dire quoi que ce soit qui pourrait le provoquer. Et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, j'ai ressenti quelque chose approchant la satisfaction. Pas la joie exactement, pas le plaisir vindicatif que j'aurais pu attendre, mais une profonde et calme conviction que l'univers s'était enfin équilibré. Chloé avait voulu voler ma vie, et elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé, chaque partie de celle-ci. La neige continuait de tomber pendant que j'étais assise là, le téléphone silencieux sur mes genoux, pensant aux paroles d'Amanda. Quand quelque chose de terrible lui arrivera, ce sera sur nous tous. Mais Amanda se trompait sur une chose. Rien de terrible n'allait arriver à Chloé qui ne soit pas déjà arrivé à chaque femme avant elle qui s'était impliquée avec William. Décembre est arrivé et passé sans aucun contact de la part de la famille de Chloé. Noël a été gênant, mais gérable. Chloé et William ont assisté au dîner de mes parents, où elle s'est assise tranquillement, picorant dans son assiette pendant qu'il charmait tout le monde avec des histoires sur sa nouvelle promotion au travail. Je l'ai regardée à travers la table alors qu'elle sursautait quand il se penchait pour lui arranger la serviette. Ce petit geste semblait attentionné à quiconque ne savait pas quoi chercher. En janvier, j'avais pris ma décision. J'ai passé un week-end à organiser tout ce que j'avais collecté au fil des ans. Les lettres de Chelsea, les captures d'écran de l'ordinateur portable de William, le message vocal de son ex-femme, même la carte de visite du thérapeute qui m'avait appelé anonymement après avoir traité l'une de ses anciennes petites amies. La femme avait violé les règles éthiques pour me prévenir, disant qu'elle ne se pardonnerait jamais d'être restée silencieuse quand une autre patiente avait fini à l'hôpital. J'ai organisé le tout chronologiquement, créant une chronologie qui montrait le schéma de William à travers plusieurs relations. Puis j'ai écrit une seule note sur une feuille de papier blanche. Tu voulais ma vie, maintenant tu la vis. Le paquet est parti un mardi matin, exactement 1 an et 2 jours après leur mariage. J'ai utilisé une enveloppe en manille générique sans adresse de retour, l'envoyant depuis un bureau de poste de l'autre côté de la ville. À l'intérieur, avec ma note, il y avait des copies de tout. Chaque avertissement que j'avais reçu et ignoré, chaque signal d'alarme que j'avais collecté, mais auquel je n'avais jamais agi. Chloé finirait par comprendre que sa romance de conte de fées avait été soigneusement orchestrée, que je savais exactement ce qu'était William quand je l'avais laissé lui prendre, que chaque moment de sa souffrance avait été aussi prévisible que le lever du soleil. Le premier appel est arrivé ce soir-là. Le nom de Chloé est apparu sur l'écran de mon téléphone à 19h43, et je l'ai regardé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale prenne le relais. Elle n'a pas laissé de message. Les appels ont continué pendant 3 jours d'affilée,
parfois jusqu'à 15 dans un seul après-midi. Je n'ai jamais répondu. Le vendredi, elle a essayé une autre approche. Un SMS à 2 heures du matin. Margot, s'il te plaît. Nous devons parler. Je comprends maintenant. S'il te plaît, rappelle-moi. Je l'ai supprimé sans répondre. Les appels sont devenus moins fréquents après cette première semaine, mais ils n'ont jamais complètement cessé. Parfois, des semaines passaient en silence. Puis soudain, mon téléphone vibrait avec le nom de Chloé à l'écran. J'imaginais qu'elle était assise dans cette maison, rassemblant le courage de composer mon numéro, attendant probablement que William parte au travail ou s'endorme. Le printemps a apporté des nouvelles par le biais du bouche-à-oreille familial. Chloé était retournée vivre temporairement chez nos parents pendant qu'elle réglait les choses. William avait apparemment accepté de la laisser partir, bien que papa ait mentionné quelque chose à propos de documents et d'avocats qui rendaient la chose plus compliquée qu'une simple séparation. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Pas de triomphe, pas de justification, pas de soulagement. C'était simplement la conclusion logique d'une histoire qui avait été écrite bien avant que Chloé n'entre en scène. La réunion de famille en juin s'est tenue chez ma tante à Springfield, le même endroit où nous avions célébré toutes les grandes fêtes depuis mon enfance. Je n'y suis presque pas allé, mais quelque chose m'y a attiré. Peut-être la curiosité. Peut-être un désir de clôture que je ne réalisais même pas avoir besoin. Chloé était là quand je suis arrivé, debout seule près de la table des desserts pendant que les conversations tourbillonnaient autour d'elle. Elle avait repris du poids qu'elle avait perdu. Mais il y avait quelque chose de brisé dans sa posture, une lassitude permanente qui n'était pas là auparavant. Ses cheveux étaient plus courts, plus pratiques, et elle portait un jean et un simple pull au lieu des tenues de créateur qu'elle favorisait pendant son mariage. Quand elle m'a vu entrer, son visage est devenu pâle. Elle a posé son assiette et a commencé à se diriger vers moi, mais je me suis détourné et j'ai rejoint une conversation avec mes cousins sur les projets de vacances. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai senti qu'elle me regardait. Chaque fois que je jetais un coup d'œil dans sa direction, elle était là, planant aux abords des groupes auxquels je parlais, clairement désireuse de m'approcher, mais manquant de courage pour le faire réellement. Finalement, alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens disaient au revoir, elle m'a coincé près du vestiaire. Margot. Sa voix était à peine audible. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler 5 minutes? Je l'ai regardée directement pour la première fois depuis plus d'1 an. La femme confiante et radieuse qui avait annoncé sa victoire à l'hôtel avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui semblait hanté, diminué, portant des cicatrices invisibles qui ne guériraient probablement jamais complètement. De quoi aimeriez-vous parler, Chloé? Tu savais. Les mots sont sortis en un flot. Tu savais ce qu'il était, et tu m'as quand même laissé le prendre. Tu m'as laissé entrer dans ce cauchemar en sachant exactement ce qui allait m'arriver. J'ai pris mon manteau dans le vestiaire, prenant mon temps avec les boutons. Tu n'as pas demandé mon avis. Tu as juste pris ce que tu voulais. Je suis ta sœur. Oui, ai-je dit doucement. Tu le es. Et tu t'es levé à ton mariage et tu as annoncé à 200 personnes que tu avais volé ma fiancée. Tu as veillé à ce que tout le monde sache qu'il t'avait choisi plutôt que moi. Tu m'as humilié devant toute notre famille. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais elle n'a pas fait un son. Je pensais que je l'aimais. Je pensais qu'il m'aimait. Peut-être que tu l'aimais. Peut-être qu'il t'aimait même à sa manière brisée. Mais ce n'était jamais vraiment le point, n'est-ce pas? Tu ne voulais pas de William. Tu voulais ma vie. Tu voulais prouver que tu pouvais prendre quelque chose qui m'appartenait. Je suis désolé. Les mots étaient si faibles. J'ai failli ne pas les entendre. Je suis tellement désolé, Margot. Je sais que ça ne corrige rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je l'ai étudié, cherchant des traces de la sœur avec qui j'avais grandi. Elle était toujours là sous tous ces dégâts, mais changée d'une manière qui ne pouvait être annulée. Je sais, ai-je finalement dit. Mais désolé ne me rend pas les 4 années que j'ai passées avec lui. Désolé n'efface pas le fait de me tenir à cet hôtel en te regardant célébrer le vol de mon avenir. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et je me suis retourné vers elle. Tu as eu exactement ce que tu as demandé, Chloé. Tu as eu ma vie. Tout. Chaque partie. Je l'ai laissée debout là près du vestiaire, et je n'ai jamais regardé en arrière. Dans le parking, assise dans ma voiture, pendant que le moteur se réchauffait,
j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Je n'étais plus en colère. La fureur froide et calculatrice qui m'avait soutenu pendant l'année écoulée avait disparu, remplacée par quelque chose de beaucoup plus simple. J'étais libre. Chloé passerait le reste de sa vie à gérer les conséquences de ses choix. William passerait à sa prochaine victime, car les hommes comme lui le faisaient toujours. Et je construirais une nouvelle vie, une vie qui m'appartenait entièrement. Alors que je rentrais chez moi dans les rues calmes, je me sentais plus légère qu'en plusieurs années. L'histoire était enfin terminée, et pour la première fois, j'étais impatiente de voir ce qui allait suivre. Cette histoire de justice calculée vous a captivé. Appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.